Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Au sommaire de cette édition, le bureau de l'arrondissement de Oumako réouvert dans le département du Mono ce vendredi 31 août 2018. Les portes étaient fermées depuis avril 2015 pour des raisons liées à l'invalidation du siège du chef de l'arrondissement. L'équipe cadette des écureuils disqualifiés du tournoi UFOA Zone B et les éliminatoires de la CAN U17 pour tricherie. À ce propos, vous suivrez la réaction du président de la Fédération béninoise de football. Et puis, ce lundi s'ouvre à Pékin le sommet sino-africain, un sommet qui sera largement dominé par la coopération économique. Bienvenue à tous dans cette édition. La 5e mandature du Conseil national de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA, a convié les patrons de presse à une assemblée générale ordinaire vendredi dernier à l'auditorium de la Maison des médias de Cotonou. Objectif, faire le bilan à mi-parcours du bureau présidé par Basile Tibozo et les audiences accordées aux autorités et aux partenaires de la presse. Aristide Setti et Fréjus Fiossi pour le point. 2 ans déjà que l'actuelle mandature du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, a pris les rênes de l'institution. Venus de toutes les entreprises de presse du Bénin, les patrons des médias sont venus faire le bilan à mi-parcours du mandat et des différentes activités menées par leur bureau. Dans son bilan, le président Basile Tibozo a fait cas des audiences accordées et obtenues et des participations à des travaux divers. Le CNPA Bénin, 5e mandature, c'est aussi le bilan. C'est près de 90 audiences accordées et obtenues de la part aussi bien des fondations, des structures gouvernementales, des institutions de la République, des ambassades, des ministères et des partenaires techniques et financiers. Le CNPA, c'est 2 représentations à l'extérieur du Bénin. C'est plus de 70 participations à des travaux divers de développement de la presse, d'expertise et de consultation sur les thématiques liées aux médias. Présent au lancement des travaux de la dite Assemblée générale ordinaire, le directeur général des médias, représentant du ministre de l'économie numérique, a salué les prouesses du CNPA et la qualité de collaboration avec le ministère. Il n'a pas manqué de souligner quelques défis qui attendent l'institution. Il s'agit d'un événement qui revêt aux yeux de la ministre, du ministère, de la direction générale des médias, un caractère important. Je veux mettre l'accent sur quelques défis. Il y avait déjà le défi du financement, il en a parlé. Il y avait le défi de la publicité. Et aujourd'hui, il est passé là-dessus rapidement, il y a le défi du passage de l'analogique au numérique. C'est un défi majeur. Le président du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin annonce de nouvelles perspectives pour le développement des entreprises de presse. Elles sont radieuses et la fixation, c'est d'abord 2019, où on passe de l'analogique au numérique. La fixation, c'est aussi la mise en place effective du fonds, la dotation du fonds, le démarrage des activités du fonds. Parce que le fonds va révolutionner un peu toute l'attribution qu'on peut faire par rapport à l'aide. Et désormais, il y aura des projets à financer sur présentation des projets au niveau des médias. Les responsables de presse vont adopter les nouveaux tests, enregistrer les nouveaux adhérents et relancer les activités pour la suite du mandat au cours de cette Assemblée générale ordinaire. Faut-il le souligner, un hommage a été rendu au directeur général de la radiodiffusion Royal FM d'Abomey, décédé courant 2017.
Les populations de l'arrondissement de Oumako dans la commune de Komé pourront à nouveau se rendre au bureau de leur arrondissement pour l'établissement de divers actes administratifs fermés depuis avril 2015 pour diverses raisons liées à l'invalidation du siège du chef de cet arrondissement. Le préfet du Mono a procédé ce vendredi 31 août 2018 à la réouverture des bureaux du dit arrondissement au grand bonheur des populations. Jonas Bocci pour le code rendu. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'ordonne la réouverture de l'arrondissement de Oumako à compter de ce jour, vendredi 31 août 2018. Voilà qui met définitivement fin au non-fonctionnement des bureaux de l'arrondissement de Oumako suite à une crise engendrée par l'annulation de l'élection d'un conseiller communal de Komé élu chef de cet arrondissement. Une crise longtemps entretenue par des mains invisibles qui poussaient les populations de la localité à la résistance du règlement de cette malheureuse situation. À chaque étape de la crise, les populations ont été prises en otage par les manœuvres souterraines de mains invisibles qui donnent du fil à retordre aux nombreuses tentatives de conciliation qui, dans la plupart des cas, se sont soldées par un échec. Ne pouvant laisser perdurer cette situation avec ses conséquences sur la jouissance des populations au service de l'état civique, le préfet du Mono a saisi le gouvernement pour la réouverture de l'arrondissement de Oumako. C'est pour cette raison qu'à travers le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, des instructions ont été données à l'effet de rendre effective cette réouverture dans l'intérêt supérieur des populations qui ont souffert pendant plusieurs années de cette situation malencontreuse. Cumulativement avec ses fonctions actuelles, le maire de Komé promet se mettre résolument au service des populations de Oumako pour réparer dans la mesure du possible les dommages qui leur ont été causés par la fermeture de leur arrondissement. Enfin, l'arrondissement de Oumako s'ouvre après 2 ans, 2 bonnes années de fermeture, 2 bonnes années d'inactivité administrative. Ça pèse lourd. Nous allons nous mettre désormais au travail pour rattraper ces 2 années-là. Essayer de faire de telle façon que toutes les inscriptions de naissance qui ont eu lieu soient transcrites de façon tout à fait régulière et aussi vaquer à la légalisation des documents qui vraiment posent de sérieux problèmes à mes concitoyens. Pascal Ressou invite les populations de Oumako à s'unir pour le développement de leur localité. L'union ne peut faire que la force. C'est tous ensemble que nous pouvons bâtir notre cité. Personne à notre place ne le fera. Donc, j'invite et jeunes, et enfants, et femmes, et sages à s'unir, à se parler. Nous sommes tous des frères, qu'on se mette ensemble pour faire grandir notre arrondissement. Avant de quitter les lieux, le préfet du Mono a donné toutes les instructions nécessaires pour le bon fonctionnement des bureaux de l'arrondissement de Oumako. De Oumako, rendons-nous dans le département de l'Atlantique. Le vendredi 27 août dernier, les autorités gouvernementales et celles de la commune d'Alada ont procédé à l'inauguration de l'hôpital de zone d'Alada qui couvre également les localités de Zé et de Tofo. Une semaine après le lancement des activités, certains citoyens d'Alada se prononcent au micro de Roland Tonenkes. Vraiment, c'est un grand soulagement pour nous. Avant, nous allons en Calavi. Et parfois, il n'y a pas de place. Si c'est les privés, les dépenses sont exorbitantes. On n'arrive pas. On n'était pas satisfait. Pas du tout. Maintenant que dans notre zone, le place est arrivé, vraiment, c'est un grand soulagement pour nous, population d'Alada et environ. Et je dirais au gouvernement de faire un effort pour que l'hôpital soit totalement équipé. Il ne faudrait pas qu'on dise qu'on a un hôpital de zone à Alada, mais parfois pour des sessions données, tu arrives, on dit que non, on doit te renvoyer vers le CNHU ou d'autres hôpitaux de zone. À l'endroit de la population, je les invite à être sages, vraiment sages et en faire de bon usage. Et pour le personnel, il faudrait qu'il n'y ait pas d'escroquerie. Oui, parce que le personnel, aujourd'hui, le personnel médical, nous savons ce qui se passe. On le sait vraiment. Il faut qu'ils font leur travail. C'est un sacerdoce. Celui qui veut te sauver la vie, c'est très important, je crois. Donc, comme c'est une vocation pour eux, ils n'ont qu'à le faire sans arrière-pensée. Qu'il n'y ait pas de mésentente entre personnel et usagers.
L'hôpital de zone d'Alada vient d'être inauguré. C'est d'abord un avantage pour nous parce que c'est plus près de la population d'Alada et ceux d'environ aussi. Et ce serait moins cher parce qu'il y avait le déplacement. On se déplaçait pour aller à Cotonou pour les urgences et aujourd'hui on n'aura plus besoin d'aller à Cotonou pour se faire soigner. Et le déplacement, on se déplaçait pour aller à Cotonou pour les urgences et aujourd'hui on n'aura plus besoin d'aller à Cotonou pour se faire soigner. L'actuel président a réalisé le rêve de tout un arrondissement ou de notre zone, je dirais, parce que bon, grâce à ça, on n'aura plus des difficultés à se faire soigner moins cher que les hôpitaux privés qui sont dans notre localité. Il faudrait que le personnel soignant ait la conscience de faire bien son travail. Mes impressions sont bonnes et que c'est de gaieté du cœur que nous avons inauguré cet hôpital. La seule remarque que j'ai faite est que pour ce grand hôpital avec de gigantesques infrastructures, il n'y a que 65 lits. Je trouve ça un peu trop petit. C'est la première observation que j'ai faite. Et je dirais que pour couvrir la commune de Tofor, Zé, Alada et parler de 65 lits, je trouve ça trop petit. Mais la promesse est faite du côté des Japonais que dans un an, on verra s'il faut passer du simple au double. Anciennement, ils sont habitués à des petites cliniques et autres là. Je leur demanderai de fréquenter cet hôpital de zone qui est très bien équipé, qui n'ont plus besoin d'aller jusqu'à l'hôpital de zone de Calavé ou alors de l'hôpital de zone de Ouida pour se faire soigner avec les infrastructures que nous avons pu visiter ce jour-là. Je ne maîtriserai pas trop le personnel soignant étant donné que je ne suis pas de la médecine, je ne suis pas un agent sanitaire, mais je leur recommanderai de réserver un bon accueil aux gens, aux usagers de cet hôpital de zone. Les infrastructures publiques sont dégradées et détruites à travers les fréquents accidents de circulation causés par certains citoyens béninois qui ne respectent pas le code de la route dans la commune d'Abomey-Calavi sur le tronçon allant de l'échangeur de Godomey au carrefour Missé-Sainto. On note plusieurs dégâts matériels, les feux tricolores enlevés, les panneaux électriques cassés et des terre-pleins centraux dégradés, toutes choses qui teignent l'image de la commune. Suivez plutôt. Prenez le tronçon qui quitte l'échangeur de Godomey vers le carrefour Missé-Sainto dans la commune d'Abomey-Calavi et vous assisterez à un spectacle désolant. Des barres protectrices sur les terre-pleins centraux complètement endommagés, des poteaux électriques, panneaux de signalisation installés de part et d'autre de la voie désormais quasi inexistants, des feux tricolores détruits laissant place aux mauvaises herbes. Des dégâts causés par les accidents de circulation enregistrés au quotidien sur le tronçon. Tout d'abord, pour commencer, ce que moi j'ai à dire, c'est quoi? Il y a des citoyens qui ne respectent pas le code de la route. Qui roulent comme ils veulent et ils ne respectent pas du tout le code de la route. À chaque fois, c'est les instructions sur la télévision, n'importe où. Et le port de casse. Et comment faire pour bien rouler sur la route, les trucs du genre. Mais il y a aussi les véhicules qui aussi ne respectent pas du tout ce que la loi dit. Une situation due à la méconnaissance du code de la route et qui semble laisser indifférents les autorités à divers niveaux. Après avoir causé ces dommages, j'ai constaté que les gens payent, mais au finish, l'État ne réfectionne pas, ne reconfectionne plus les choses. Ce que je demanderai à l'État, c'est simple, c'est de après avoir prendre l'argent chez les concitoyens qui créent ces dommages-là, c'est de venir vite les réparer pour rendre encore la ville propre. Sinon, quand on retrouve ça et quand on sort avec aussi ceux qui viennent de l'étranger, les touristes, qui viennent dans notre pays voir ce genre de choses-là, ça, moi, je vois que ça rend la ville vraiment impropre. Les accidents se créent, ça reste là pendant des mois. Maintenant, les gens ne viennent pas pour constater les dégâts, pour voir comment on peut régler la circulation, pour régler les trucs. On est là, on attend toujours, ça fait même parfois 1 an, 2 ans, avant qu'ils ne viennent réparer le truc. La circulation sur les axes routiers impose des règles que doivent respecter chaque usager. Il en va de la préservation des biens publics.
Et puis à quelques semaines de la nouvelle rentrée scolaire 2018-2019, un peu partout dans les villes du Bénin, des fournitures scolaires s'offrent à la vue des passants et des visiteurs. Mais l'affluence des acheteurs qui, pour la plupart, sont des parents d'élèves et d'écoliers ne s'observe pas encore autour de certains étalages de fournitures scolaires. Reportage. La rentrée scolaire 2018-2019 est prévue pour démarrer le 17 septembre prochain et déjà dans la ville de Cotonou et environ, les stands de fournitures scolaires pullulent mais attirent plus de visiteurs en quête d'informations que d'acheteurs. Il faudra quand même que nous puissions faire le tour des points de vente des fournitures pour s'imprégner du prix, faire une petite comparaison. Et là, à la veille de la rentrée elle-même, pour que nous puissions passer à acheter les fournitures scolaires pour nos enfants. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai déjà fait le tour de 5 stands de vente de fournitures scolaires. Depuis jeudi de la semaine dernière, quand je passe quelque part, je vois des stands. J'essaie de m'arrêter, de demander le prix des cahiers de 100 pages, de 200 pages, les cahiers de TP, ainsi de suite, aussi bien les cartonnés que les non cartonnés. Et donc cela m'a permis de faire le choix, par exemple, d'acheter des cahiers non cartonnés et de les faire cartonner moi-même par un imprimeur. Pour l'heure, les expériences quant à la comparaison des prix des fournitures scolaires divergent. Je remarque quand même que globalement, la fourchette de prix est plus ou moins la même. Peut-être que je n'ai pas sillonné tous les stands, mais depuis Cotonou, la zone de Akpakpa, jusqu'à vers la mairie d'Abomey-Calavi, et la fourchette, les écarts ne sont pas très grands. On constate que le prix varie d'un point de vente à un autre. Et comparer les prix de vente des fournitures de cette année par rapport à l'année passée, il y a une légère augmentation du prix. Cette attitude qui consiste à sillonner les stands à quelques semaines de la rentrée scolaire est devenue une habitude pour certains parents. D'autres, par contre, préfèrent prendre leurs précautions. J'attends la veille pour voir si entre-temps, il n'y aura pas aussi une baisse du prix. Des fois, au niveau des points de vente, qu'est-ce que nous constatons? 2 à 3 semaines avant la rentrée, on constate une hausse des prix. Et à la veille de la rentrée elle-même, quand il y a mes ventes au niveau des points de vente, il y en a qui diminuent légèrement le prix. Donc c'est cette occasion que je suis en train de guetter pour pouvoir acheter les fournitures scolaires pour mes enfants. Je conseille, comme moi, aux parents de commencer déjà par acheter, même si ce n'est pas le tout, par acheter petitement. Et comme ça, les derniers jours, ils auront juste à faire des compléments. Sinon, les derniers jours, il y a assez d'affluence, vous perdez suffisamment du temps. Là, maintenant, il n'y a pas assez de monde, donc on est à l'aise, on est bien servi. Malgré la morosité économique dont font cas chaque année les parents d'élèves, ils doivent s'organiser pour permettre à leur progéniture d'être prêts pour le jour de la rentrée. L'actualité hors du Bénin, la Chine, premier partenaire commercial de l'Afrique, réunit lundi à Pékin un sommet sino-africain qui sera largement dominé par la coopération économique, à l'heure où les Chinois tentent de cimenter leur influence dans les pays en développement. Le président chinois accueillera pendant 2 jours ce 7e forum sur la coopération sino-africaine, un rendez-vous qui a lieu tous les 3 ans alternativement en Chine et en Afrique. Parmi les invités confirmés, les présidents sud-africains Cyril Ramaphosa, le Nigérian Mahamadou Buhari, l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi ou encore l'Ivoirien Alassane Ouattara. Au Kenya, un artiste donne une seconde vie aux déchets. Dans une pièce qui lui sert d'appartement et d'atelier, Evans travaille sur sa prochaine sculpture, un poisson imaginaire fait de multiples objets de récupération, comme des ustensiles de cuisine en bois ou en machette. Ce Nairobien, résident dans le nord de la capitale kenyane, et depuis 9 ans, il vit de ses œuvres d'art et bijoux conçus avec des objets recyclés et détournés. Reportage. Evans vient très souvent dans cette décharge. Cet endroit est sa source d'inspiration. Parmi ces déchets se trouve probablement sa prochaine création. Je ramasse n'importe quel matériau que je trouve. Un morceau de moto par exemple. En le regardant, je me dis que ça pourrait faire une sculpture incroyable.
C'est dans cette petite chambre qui lui sert aussi d'atelier qu'Evans transforme les déchets qu'il récupère en œuvres d'art. Artiste peintre de formation, il a petit à petit délaissé ses pinceaux pour une forme d'art plus originale. Depuis toujours, j'aime récupérer des objets, depuis tout petit. Mais c'est vraiment quand je suis allé à l'université que j'ai commencé à créer de l'art avec des matériaux non conventionnels. Sculptures, tableaux et même bijoux, Evans ne donne aucune limite à son imagination. Ce pan, ce sont des fourchettes et des cuillères qui me l'ont inspiré. J'étais en train de ramasser des déchets et je les ai vus. Je me suis dit que ça pourrait vraiment faire un pan. Donner une nouvelle existence aux objets, c'est la philosophie du jeune artiste pour qui la récupération et le recyclage sont devenus un véritable mode de vie. Ce ne sont pas seulement les humains qui ont besoin d'une seconde chance, les objets aussi. Ils ne peuvent pas plaider leur cause, alors ils ont besoin d'une seconde chance. Avant de les mettre à la poubelle, prenez le temps de penser à quoi ils pourraient servir. À 29 ans, Evans a eu sa première exposition à Nairobi il y a quelques mois. Artiste à plein temps, il réussit déjà à vivre de son art. Il travaille d'arrache-pied sur les nouvelles œuvres qu'il espère exposer bientôt. Et puis retour au Bénin avec la page sport de cette édition. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football s'est réuni ce dimanche 2 septembre pour se pencher sur la disqualification de l'équipe cadette des Écureuils au Niger. Une réunion qui a eu lieu sur l'initiative du président Mathurin de Chacus. À la fin de la réunion, un communiqué a été lu pour présenter la situation. Le comité exécutif promet de situer les responsabilités et sanctionner les auteurs de cette situation. Laurent Roland, Toninkes et Fréjus Fiossi. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, sur convocation du président Mathurin de Chacus, s'est réuni en urgence ce jour, dimanche 2 septembre 2018, à Cotonou, pour connaître de la disqualification du Bénin de la CAN U17, vu que 10 des 18 joueurs ont été recalés au test d'IRM organisé par la CAF à Niamey. Au thème de la réunion, qui a duré plus de 3 heures d'horloge sous la présidence effective du président de la FBF, le comité exécutif déplore la situation qui met à mal la réputation du Bénin et de son football. Rappelle que le ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports a joué un rôle important dans le but d'éviter qu'une telle dérive ait lieu en apportant un soutien substantiel pour la réalisation des tests supplémentaires d'IRM à Cotonou. Entend faire reprendre par le deuxième cabinet d'analyse agréé par la CAF à Niamey un test d'IRM en vue d'une contre-expertise pouvant permettre de situer les responsabilités. Rassure la population de ce que toute la lumière sera faite et les éventuelles mises en cause seront poursuivies. En tout état de cause, le comité exécutif se réunira au plus tard le mardi 4 septembre 2018 pour statuer. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, tout en regrettant l'image négative du Bénin renvoyée au reste du monde, réitère au peuple béninois sa volonté d'instaurer une nouvelle gouvernance fédérale résolument axée sur la transparence et la rigueur. Fait à Cotonou le 2 septembre 2018 pour le comité exécutif, le président de la FBF. L'équipe nationale cadette de football du Bénin, donc disqualifiée du tournoi UFOA Zone B et les éliminatoires de la CAN U17 Tanzanie 2019 pour tricherie. 10 des 18 joueurs présentés par le Bénin sont inéligibles après les résultats des IRM et PCCA, un test cardio. Le Bénin a donc été prié de quitter la compétition, une situation que déplorent les acteurs du football. Nous vous proposons de suivre la réaction du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Et les sanctions seront très lourdes. Je ne pourrai pas accepter que mon pays
soit humilié de la sorte. Nous avons été au courant qu'il y a eu de petits problèmes et nous avons essayé de corriger en croyant que tous les problèmes sont réglés. Or, il y a toujours des gens de mauvaises intentions qui ont voulu saboter et ternir l'image de notre pays. Ils vont payer. Ils vont payer. Je peux vous rassurer que c'est au niveau du comité exécutif que les choses se sont passées. Le ministère a accompagné encore la fédération en leur donnant encore 5 millions pour aller reprendre les tests. Le ministère a donné de l'argent après avoir fait les tests à Lomé. On a reçu des informations qu'il y a eu de magouilles et on s'est rapproché du ministère qui nous a donné 5 millions pour aller reprendre. Et ils ont fait ça aux cliniques de Grâce ici au Bénin. Je vous rassure qu'il y aura la transparence. Et j'ai déposé déjà une plainte contre INS au niveau du tribunal du Bénin. Et les gens seront sanctionnés. C'est une honte nationale. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.